Bonjour, bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Donc, je vous rappelle les étapes que nous avons parcourues dans cette exploration des systèmes nanomécaniques dans le régime quantique. Donc, après le premier cours qui était une introduction au sujet, nous sommes intéressés à la nature vraiment fondamentale de l'interaction entre les degrés de liberté mécanique et électromagnétique dans un système de type miroir. Donc, ça a été un peu, en quelque sorte, l'écriture de l'hamiltonien du système. Dans la leçon numéro 3, nous sommes intéressés au principe des mesures, comment on mesure ces déplacements extrêmement faibles de l'ordre du femtomètre dans ces expériences sur les systèmes mécaniques proches de leur état fondamental. Et la dernière fois, nous avons commencé à discuter le refroidissement de ces systèmes en nous appuyant sur l'image de la contre-réaction. Enfin, nous avons vu comment le forçage des oscillations électromagnétiques pouvait donner un refroidissement, pouvait donner une friction froide pour le système, un amortissement froid, et comment on pouvait voir cet amortissement sous l'angle du feedback. Aujourd'hui, on aborde vraiment la question clé de ce cours, qui est quelle est la température ultime, quelle est la température la plus basse que l'on peut atteindre avec ces systèmes nanomécaniques. Et la réponse est remarquable. En fait, essentiellement, il n'y a pas de limite vraiment très fondamentale. La limite est essentiellement technique. Et nous allons discuter quels sont les outils conceptuels qui nous permettent d'aborder ce problème de la limite ultime du refroidissement. Je vous rappelle que ce refroidissement est très proche conceptuellement du refroidissement des ions piégés en physique atomique. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à interrompre cette leçon. Je le dis souvent, mais c'est vraiment le public au Collège de France qui fait le cours. Sans le public, sans vos questions, ce cours n'existe pas. Voilà. Alors, dans la série des séminaires, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Doug Stone, qui est un collègue et un ami de longue date, et qui va nous parler de ses travaux sur les lasers et les anti-lasers après la pause. Le plan de la leçon d'aujourd'hui est le suivant. Donc, avant de se lancer dans des formules assez lourdes, qui ont quand même le mérite de permettre de comprendre ces questions de refroidissement vraiment en profondeur, je voudrais commencer par une discussion qualitative des phénomènes, essayer de vous montrer comment on atteint ces limites, mais une discussion un peu, comme on dit, avec les mains. Et après, dans, disons, cette partie du milieu, je vais rappeler les outils que l'on a développés en fait au cours de ces dernières années, des outils que j'ai employés pour expliquer les amplificateurs fonctionnement dans la limite quantique. Ici, les mêmes outils vont nous servir pour ce phénomène d'échange de quanta, puisqu'on peut voir le refroidissement de ces systèmes nanomécaniques comme un échange entre les quantas mécaniques, les phonons, et les quantas électromagnétiques, les photons. C'est un échange qui se fait sans bruit ajouté. Et ce processus quantique est très proche, en fait, et très analogue à ce qui se passe dans un amplificateur limité quantiquement. Donc nous allons beaucoup utiliser des idées que nous avons développées au cours des années précédentes, que je vais rappeler dans cette partie du milieu. Et puis, après, on plongera dans les calculs
j'essaierai de ne pas trop vous assommer avec les formules. En fait, ces calculs sont très semblables aux calculs que nous avons présentés la dernière fois dans une approche purement classique du refroidissement. Donc finalement, c'est essentiellement les mêmes formules qu'on va revoir, mais disons dans leur mode quantique. Voilà. Alors, je vous rappelle, disons, le type de système auquel on s'intéresse. Là, le schéma est dans la version électromécanique du système. Hein. On a un résonateur électromagnétique. Ici, c'est un simple circuit RLC. Donc, c'est le prototype de ce système et les expériences et le type d'expérience réalisée à Boulder par Konrad Lernert. Ici, vous avez un système masse-ressort et les deux oscillateurs ici sont couplés par le fait que la capacité dépend du déplacement de la masse. Voilà l'hamiltonien que nous avons vu plusieurs fois. Il est très minimum. C'est deux oscillateurs couplés par un terme non linéaire qui est de type cubique, puisqu'il y a l'opérateur x mécanique ici qui est multiplié par l'opérateur q au carré concernant la charge ici sur la capacité. Bien sûr, à cet hamiltonien, il faut ajouter un terme de forçage qui est ce générateur ici, et l'amortissement, les termes d'amortissement, qui décrivent à la fois la résistance ici du circuit RLC et la friction du système mécanique. Alors, le même hamiltonien, écrit dans sa version quantique, donne dans sa version quantique avec les opérateurs d'annihilation et de création de quanta est écrit ici. Et là, j'ai rendu le terme de forçage un peu plus explicite. Et là, j'introduis alpha, qui est le champ cohérent obtenu par le forçage dans le système RLC. Voilà l'hamiltonien que nous avons discuté dans les leçons précédentes et qu'on reprend ici. Il y a une notion très importante qui est finalement la notion de susceptibilité. Si vous ajoutez une petite tension ici, quel courant vous allez induire dans le résonateur. Cette fonction de réponse est schématisée ici. Elle a un maximum à la fréquence oméga m, qui est pardon, je suis allé un peu trop vite dans mes explications. Il y a cet oscillateur électrique qui a sa fonction de réponse ici, et il y a l'oscillateur mécanique qui a sa fonction de réponse ici. Alors là, pour l'oscillateur mécanique, qui est représenté dans cette partie du schéma, la réponse, c'est la vitesse, par exemple, la fonction de réponse de la vitesse par rapport à une force que vous rajoutez ici au ressort. Donc cette réponse est caractérisée par cette fréquence oméga m, qui est la fréquence de résonance mécanique. La largeur de cette résonance est gamma, c'est le facteur d'amortissement du système mécanique. De ce côté-là, vous avez le résonateur électromagnétique avec sa fréquence de résonance oméga e et son amortissement, lui, qui est noté kappa. En parallèle avec ces fonctions de réponse, vous avez les densités spectrales des différents signaux que vous envoyez vers le système. Alors, le signal principal, c'est le signal de forçage électromagnétique qui a la fréquence notée grand oméga ici. Donc, ça va être un laser dans le cas optique, un générateur micro-ondes dans le cas électromécanique. Alors, si vous imaginez, en général, cette possibilité n'est pas directe dans les expériences, mais on peut imaginer
qu'on stimule le système mécanique à une fréquence oméga 0. On peut imaginer un signal son du système mécanique. La non-linéarité du système va produire des bandes latérales de part et d'autre de la fréquence de forçage. Ces bandes latérales ici sont notées, sont aux fréquences oméga plus et oméga moins, et elles sont séparées de la fréquence principale, évidemment, par cette fréquence oméga 0. Mais dans toute la leçon d'aujourd'hui, qui s'intéresse vraiment à la limite ultime du refroidissement, on va supposer les conditions de forçage idéales, optimum, et ces conditions de forçage optimum se passent lorsque cette bande latérale bleue, finalement on peut dire l'arrêt anti-Stokes, coïncide avec la fréquence mécanique, la fréquence de résonance électromagnétique du système. C'est donc, ici, on a donc la condition delta, donc l'écart en fréquence entre le forçage et la résonance électromagnétique. Donc ce paramètre delta est exactement égal à moins oméga m, la fréquence de résonance mécanique. Donc on se place vraiment dans ce cas particulier. Oui. Vous n'adoptez pas un formalisme d'équation maîtresse, c'est-à-dire vous négligez l'environnement? Alors, oui, pour l'instant, c'est très rudimentaire. Hein. On va parler de l'équation maîtresse par la suite. Là, je vais donner juste une description simplifiée du processus de refroidissement. C'est une discussion qualitative, mais tout à l'heure, on va écrire les équations précises qui régissent ce système. Alors, une façon de voir le refroidissement, c'est en considérant l'ensemble des niveaux à la fois mécaniques et électriques. Et là, je m'intéresse on va considérer les états qui sont des états propres des opérateurs n, grand N et petit nm, les opérateurs qui décrivent les nombres de photons ici et les nombres de phonons. Hein? Donc ici en vertical, c'est le nombre de photons qui progressent. Hein, là, je me place à un certain nombre de photons NE, qui est le nombre, on peut imaginer ce nombre NE comme le nombre moyen de photons qu'il y a dans le système électrique ou optique. Hein. On force ce système, donc il va avoir un certain nombre de photons. Donc quand on se déplace verticalement, le nombre de photons augmente. Et quand on se déplace vers la droite, ici, c'est le nombre de phonons qui augmente. Et là, je me suis limité on va supposer qu'on est déjà dans disons, proche de l'état fondamental du système, où le nombre de phonons a été réduit à 0. Voilà, alors donc les fréquences sont indiquées ici. Grand oméga, c'est la fréquence de forçage. Oméga m, c'est la fréquence mécanique, la fréquence de résonance mécanique. Oméga e, c'est la fréquence de résonance électromagnétique. Alors, là, on commence à prendre en compte l'amortissement électromagnétique, donc le paramètre kappa. Ce paramètre kappa décrit le fait que ces états disons, le système a tendance à relaxer spontanément le nombre de photons. Donc, si vous voulez, par rapport à cet état-là, cet état suivant avec un nombre de photons de plus est large pour inclure cette relaxation. La largeur, finalement, de cette transition est donnée aussi par cette fonction, enveloppe, cette lorentzienne, dont la largeur à mi-hauteur est kappa. Alors, ici, on se place dans le cas des bandes latérales bien résolues, qui est le cas optimum. Il est important d'être dans cette limite
pour vraiment atteindre l'état fondamental, c'est-à-dire qu'on suppose que oméga m, la fréquence de résonance mécanique, est très supérieure à kappa. Ce qui est à peu près réalisé sur ce diagramme, c'est presque le cas, bien que la différence ici n'est pas très grande, mais c'est simplement pour la clarté du schéma. Il faudrait imaginer plutôt au moins un facteur 10 ou 20, si on voulait reproduire ce qui se passe dans les expériences réelles. Mais pour la clarté du schéma, ça m'est plus facile, vous allez voir, c'est plus facile de dessiner ce qui se passe si on a kappa juste un peu inférieur à oméga m. Alors, l'autre relaxation du système, c'est donné par gamma, c'est le fait que l'oscillateur mécanique, lui aussi, a tendance à se débarrasser de ses quanta, mais lui, il est dans un univers très chaud, hein, puisque son environnement, cet environnement est au minimum égal à 50 millikelvin, et là, nous avons quelques mégahertz, quelques dizaines de mégahertz, donc une température bien plus chaude, et en fait, cette transition vers le bas est accompagnée de transitions vers le haut qui sont pratiquement aussi intenses. Et en fait, dans cette première approche de la limite du refroidissement, je vais négliger cette relaxation. Pour l'instant, on va supposer que ce processus de relaxation gamma est plus faible que les autres phénomènes dynamiques dans le problème. Donc voilà, la relaxation qui correspond à kappa. Donc là, on a maintenant inclus dans le schéma toutes les fréquences de transition et toutes les relaxations. Maintenant, on va prendre en compte le fait que l'hamiltonien, finalement, les différents termes de l'hamiltonien ne commutent pas avec l'ensemble de l'hamiltonien. Donc la présence de ce terme ici, combiné aux autres, font que le nombre de quanta dans le système n'est pas véritablement un bon nombre quantique. Et donc il va y avoir des transitions. Alors comme on irradie à la fréquence oméga et avec un champ intense, on va favoriser deux transitions qui sont indiquées par ces flèches. Les flèches n'ont pas la même intensité, bien que finalement l'élément de matrice soit le même. Ces transitions n'ont pas la même intensité parce que la densité spectrale pour la susceptibilité finalement est très différente. Ici, on se place à résonance, la fréquence résonne avec cette transition, alors qu'ici, pour ce processus croisé, là, la fréquence du forçage est très éloignée de la fréquence de transition. En fait, elle est éloignée ici de 2 oméga m, comme vous voyez sur le schéma, alors qu'ici, elle est résonante. Donc, dans cette limite des bandes latérales bien résolues, cette transition va être beaucoup moins intense. Alors, ces deux transitions vont respectivement chauffer le système ici et le refroidir. Alors, c'est facile de comprendre pourquoi cette transition chauffe le système. En effet, on part d'un état où il n'y a pas de phonon du tout. On va dans cet état ici où on a à la fois un phonon et un photon de plus, mais kappa étant une quantité ici très grande par rapport aux autres, eh bien, le système relaxe très rapidement dans cet état. Donc, évidemment, cette transition chauffe le système puisqu'elle a tendance à, finalement, peupler cet état. Cette transition ici, en vert épais, elle a tendance à refroidir le système, bien que, paradoxalement, elle nous fasse monter l'énergie, comme cette transition, puisque ici, on réduit le nombre de phonons par 1, donc on diminue l'excitation mécanique. On ajoute un photon au système, mais celui-ci relaxe très rapidement
du fait de la dissipation. Et en fait, vous voyez que le rapport d'intensité entre les flèches va nous donner en fait la température limite du système. En effet, si on regarde les populations ici, donc la différence entre la population dans cet état 0 phonon et 1 phonon, eh bien, ce rapport est donné par finalement l'inverse, une exponentielle faisant intervenir l'inverse de la température. Alors, si on néglige si on peut négliger cette relation mécanique ici, on peut arriver à une formule très simple qui nous donne la température limite du système. La température limite du système, par, disons, l'équation de la balance détaillée, va tout simplement être le rapport d'intensité entre ces deux transitions. Donc, ça va être le rapport de ces deux susceptibilités à des fréquences différentes. La susceptibilité est indiquée par cette courbe bleue. Donc, en fait, on a le rapport entre une lorentzienne prise dans ses ailes, ici, c'est ce terme-là, et la même lorentzienne prise à résonance. Et en fait, donc le calcul est très simple, et on voit que le rapport limite entre les deux populations 1 et 0 phonon, c'est le rapport essentiellement kappa sur oméga m au carré. Et comme on est dans cette limite, on voit qu'on peut atteindre une population très faible de l'état excité ici. On voit que plus finalement on augmente la fréquence mécanique par rapport à l'amortissement électromagnétique, eh bien plus on va être froid. Le problème, évidemment, de cette explication, c'est qu'elle néglige complètement le fait que le système mécanique lui-même relaxe et lui-même est chauffé par l'extérieur. Donc, il faut prendre en compte cet autre ingrédient. Alors, de manière... voilà comment ça va se passer. Alors, avant de quitter ce transparent, donc, je vous rappelle que finalement, donc cette exponentielle fait que lorsque vous allez changer ce rapport des populations, eh bien, cette température exprimée en unité de h bar oméga m va aussi tendre vers 0. Alors ici, vous voyez, on a discuté la température minimum de refroidissement, mais dans la limite où gamma tend vers 0. On va maintenant examiner le même processus, mais en tenant compte justement de cette relaxation de l'oscillateur mécanique. Alors, l'autre volet de la discussion fait intervenir le fait que, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu la dernière fois, mais de manière classique, et là on va reprendre ce phénomène quantiquement, mais je vous indique en gros comment les choses vont se passer. Ce système non linéaire forcé par une source oscillante à la fréquence oméga, qui est désaccordée par rapport à la fréquence de résonance oméga, eh bien, en fait, va se comporter comme un système linéaire effectif. Si on s'occupe des fluctuations de ce système hors de son état dynamique moyen, donc ici, on va se placer... donc ici, on considère les fluctuations du rayonnement électromagnétique à l'intérieur du résonateur. Donc c'est ça le nouveau degré de liberté, dans cette image un peu qui s'apparente à celle du référentiel tournant en résonance magnétique. Eh bien, dans ce repère, en fait, le couplage entre les degrés de liberté mécanique et électromagnétique est, pour les petites fluctuations, un couplage linéaire qui est caractérisé par cette force G ici, qui normalement devrait figurer là, mais ça n'apparaît pas sur le transparent.
Donc maintenant, on prend en compte la relaxation de ce système. Donc deux systèmes, 2 degrés de liberté, deux oscillateurs, un vraiment réel et un peu virtuel, hein, qui caractérise les fluctuations. Ces 2 oscillateurs sont couplés. Celui-ci relaxe vers un bain qui est caractérisé par un nombre de phonons moyen, ici à une certaine température T, et il y a des transitions qui sont de poids légèrement inégal, puisque la relaxation vers le bain se fait avec un facteur proportionnel au nombre de phonons moyens dans le bain plus 1, hein, c'est l'émission stimulée plus l'émission spontanée. Et ici, c'est l'excitation du système qui, elle, est proportionnelle au nombre de phonons moyens. De l'autre côté, le système électromagnétique perd des photons, lui, avec le taux kappa. Donc, en fait, ici, on a en gros un problème de baignoire, hein, qui se remplissent d'un côté et de l'autre et qui sont couplées entre elles. C'est un problème, disons, de thermodynamique assez habituel. Et donc, ici, on peut écrire une équation maîtresse pour le nombre de phonons ici, à gauche. Cette équation maîtresse va avoir 2 termes. Un terme qui donc est proportionnel à l'écart à l'équilibre, ici, c'est ce terme-là, avec le coefficient gamma. Et de l'autre côté, on va supposer que ce couplage entre phonons et photons est optimum, c'est-à-dire qu'on a réglé cette force du couplage de manière à ce qu'il y ait un échange parfait entre ces 2 systèmes. Et dans ce cas-là, à ce point-là, eh bien, les phonons vont pouvoir partir ici, de ce côté-là, et on bénéficie à ce moment-là d'un taux de relaxation pour les phonons qui est exactement donné par ce terme kappa. Et là, si on résout cette équation, en supposant qu'on est à l'équilibre, où le membre de gauche ici vaut 0, eh bien, on arrive au nombre de phonons minimum qui suppose, cette lettre H ici suppose une hybridisation parfaite entre les 2 systèmes. Et donc, on arrive à cette autre équation. Alors, dans les notes, je m'excuse, donc les notes sont toujours imprimées à l'avance et ce facteur manque, il y a une erreur typographique, il s'est trouvé oublié. Donc, ça, il est très important. Donc, la température minimum, ça va être le rapport gamma sur kappa fois le nombre de phonons moyens dans l'environnement. Oui. Alors, j'aurais dû mettre, de toute façon, oui, alors une autre, peut-être quelque chose qui est imprécis ici, c'est que j'aurais dû mettre plutôt un signe qui est approximatif, parce que de toute façon, il y a plusieurs complications dans cette hybridisation. On va les voir par la suite, mais en ordre de grandeur, cette équation est tout à fait correcte. C'est-à-dire que, en fait, là, ce qui favorise la température minimum, c'est essentiellement le rapport entre gamma et kappa. Il faut que kappa soit beaucoup plus grand que gamma si vous voulez gagner en nombre de phonons dans le résonateur mécanique par rapport au nombre de phonons dans l'environnement. Voilà, donc ça vous brosse à grands traits ce qui va se passer dans la suite de cette leçon. En fait, maintenant, je voudrais expliquer comment on peut arriver à ces formules, mais de manière beaucoup plus rigoureuse que cette discussion un peu avec les mains. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à la fin, on n'arrivera pas dans le demi-heure, les 3/4 d'heure qui restent à, disons, retrouver ces formules exactement, mais on va commencer à discuter le formalisme en détail, et ça nous servira aussi pour la dernière leçon dans laquelle on va montrer comment une information quantique mécanique peut être transposée en information quantique équivalente optique et éventuellement vice-versa. Alors,
on va reprendre là les choses à la base. Pour comprendre cette physique, il faut comprendre le théorème fluctuation-dissipation dans sa version quantique. Alors, on va commencer par la version classique. Alors, vous savez que si on prend un circuit arbitraire, donc là je prends des degrés de liberté micro-ondes électriques, ceci vaut évidemment pour un système optique ou n'importe quel aussi système mécanique. Cet exemple de la résistance est le plus simple. Donc on a ce circuit qui est donc cette boîte en pointillé qui est amorti par cette résistance, puisque dans cette boucle ici du circuit, on a inséré une résistance R. Alors, cette résistance R est toujours accompagnée d'une source de bruit. On ne peut pas avoir dissipation sans bruit. Donc, en fait, l'équation caractéristique de la résistance n'est pas V égale RI, comme on nous l'enseigne à l'école. Il y a en fait un terme supplémentaire, toujours présent, qui caractérise les fluctuations de la résistance. Donc une caractéristique très importante de cette source de bruit, c'est qu'elle n'est pas corrélée a priori avec l'état du circuit. À un instant donné T, cette source de bruit a eu une histoire finalement la source de bruit à l'instant T n'est pas corrélée avec l'état du circuit à l'instant T. Évidemment, dans le futur, l'état du circuit aux instants ultérieurs, bien sûr, va dépendre de ces valeurs de la source de bruit dans le passé, puisque la source de bruit sert de source au circuit. Mais il est très important de voir que la source de bruit associée à la résistance est ignorante de l'état du circuit. Alors, le bruit, évidemment, ici est imprédictible, mais on connaît parfaitement sa statistique. Pour une bonne résistance qui se comporte bien, le bruit est gaussien et sa fonction de corrélation est une fonction delta. Et l'intensité de cette fonction delta, c'est la température. Alors, ces mêmes formules s'écrivent dans le domaine fréquentiel, où on introduit la densité spectrale du bruit de la résistance. Et ça, là, ici, j'ai écrit la densité spectrale du physicien, qui est égale à 2kT, celle de l'ingénieur, dans laquelle on rabat ensemble les parties à fréquence négative et à fréquence positive, donne, erreur, ici, il devrait y avoir R. Ici, c'est 2kBT-R, exactement comme le R qui manque ici. Je suis désolé. Ça, c'est une erreur. Et les formules suivantes seront plus correctes. Voilà. Donc, cette densité spectrale, ici, peut aussi se comprendre de la façon suivante. On peut définir la transformée de Fourier des fluctuations. Alors ici, il devrait y avoir V indice n. Et la corrélation de ces composantes de Fourier du bruit est donnée en fait par une combinaison de la densité spectrale et de cette fonction delta. En gros, ce que cette formule veut dire, c'est que les composantes de Fourier du bruit ne sont corrélées que si on regarde la même fréquence, et c'est la densité spectrale qui donne l'intensité de ces corrélations. Bon, ça c'était un rappel très rapide de ce qu'était le théorème fluctuation-dissipation classique. Maintenant, il nous faut généraliser ce théorème et inclure les fluctuations de point zéro. Et la façon la plus commode de faire cette généralisation, surtout dans le cas qui nous intéresse, c'est de remplacer la résistance par un composant qui est rigoureusement équivalent du point de vue du système qui est amorti et qui est une ligne de transmission.
En effet, une ligne de transmission semi-infinie est absolument équivalente du point de vue de la boîte, ici en traits pointillés. C'est un système qui n'est pas dissipatif au même sens que la résistance, puisqu'il n'y a pas de production de chaleur, mais du point de vue de la perte d'énergie, cette ligne de transmission fonctionne exactement comme une résistance. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va voir que finalement, le courant et la tension à l'extrémité de cette ligne de transmission sont en fait le courant et la tension dans la ligne, ici, mais simplement à l'origine de l'axe des coordonnées spatiales, ici. La ligne est un univers unidimensionnel, il y a besoin que de la distance x pour repérer un point de la ligne. Et le long de la ligne, il est commode d'introduire l'amplitude des ondes, donc des ondes. Alors il y a deux types d'ondes, les ondes qui se dirigent de la source vers l'infini, donc les ondes out, les ondes sortantes, et les ondes ici entrantes, qui sont donc des combinaisons linéaires de la tension, entre les deux conducteurs de la ligne et le courant dans la ligne. Vous voyez que, d'ailleurs, ce qui est absolument important de comprendre, c'est que cette tension V et ce courant I ne sont pas des caractéristiques électriques qui sont prises pour le même élément. Là, c'est la tension entre les deux conducteurs de la ligne, et ça, c'est le courant le long de la ligne. Les facteurs de normalisation ici sont pris de façon à ce que cette amplitude des ondes, qui est très pratique, si vous l'élevez au carré, c'est tout simplement la puissance qui traverse une certaine section de ligne, et suivant que vous êtes la puissance voyage du côté des x positifs ou négatifs, eh bien, vous avez cette amplitude entrante ou sortante. Je vous rappelle que l'impédance caractéristique de la ligne, ici, c'est donné par la racine carrée du rapport entre l'inductance par unité de longueur, L, indice L, et la capacité par unité de longueur de la ligne. Ce qui va nous servir par la suite, c'est que les ondes entrantes, ici, sont, comme leur nom l'indique, sont telles que la valeur de l'onde ici en ce point ne dépend que des valeurs de l'onde précédente aux instants précédents dans le reste de la ligne, ici, alors que pour l'onde sortante, vous avez le comportement finalement inverse. La causalité est absolument inversée. Et si vous finalement résolvez ces différentes équations, eh bien, vous verrez que cette tension de bruit, la tension de bruit dans la résistance, peut s'exprimer comme, à part ce facteur racine de R, ici, ce facteur 2, comme l'amplitude des ondes entrantes dans la ligne. Ce qui est très pratique parce que ça permet de se représenter le bruit de la résistance de manière très concrète. Le bruit de la résistance, c'est tout simplement les signaux dans cette ligne de transmission qui voyagent de la droite vers la gauche et qui arrivent donc de moins l'infini. Et ces signaux, finalement, peuvent aussi bien reproduire le bruit Johnson, que n'importe quel forçage ou n'importe quel bruit hors équilibre. Donc, ce modèle de Nyquist permet d'avoir une représentation très concrète de ce bruit associé à la résistance. Il est absolument intimement lié à la résistance, puisque le caractère dissipatif de la résistance, c'est le phénomène d'émission. Si vous, ici,
vous avez une tension dans le circuit. Cette tension, finalement, envoie des ondes. Donc la dissipation est très... l'effet de dissipation est traité par l'onde sortante, et l'onde entrante, qui est absolument est le pendant de l'onde sortante, eh bien, traite le bruit rajouté par la résistance. Et cette représentation est très commode puisque quantiquement, on va très bien, on va être capable de traiter finalement le champ, ce champ dans la ligne de transmission de façon quantique. Je vous rappelle comment ça se fait. Donc, le champ principal dans la ligne, ça va être le flux, un flux de nœuds en fait qu'on définit au point X et à l'instant T. Et c'est une double intégrale, une double intégrale à la fois sur le temps et sur l'espace du champ électrique qu'il y a dans la ligne ici. Donc intégré spatialement sur le contour hachuré en bleu, hein, et temporellement depuis l'origine des temps jusqu'au temps considéré. Donc ça, c'est le champ fondamental de la ligne. On peut écrire le Lagrangien, la densité lagrangienne de la ligne par cette formule. Hein. Ça, ici, on reconnaît finalement la tension le long de la ligne. Ici, c'est le courant. Et ça permet de définir l'impulsion conjuguée du flux, ici, qui se trouve être la densité de charge le long de la ligne. Et à partir de ces relations, on peut, en utilisant les relations de canonique, de quantification canonique, disons, avoir des commutateurs électromagnétiques. Donc ce qui est un commutateur donné par IH bar, c'est finalement le flux de nœuds ici et la densité de charge au même point. Une fois, oui. Pardon? Il n'y a pas un générateur dans le modèle non, disons un générateur électromagnétique. Non. Non, ça, voilà, ces relations ici très simples permettent d'obtenir ce commutateur fondamental que je vais traduire en termes des amplitudes des ondes ici. Donc on peut, plutôt que phi et pi, qui sont des variables de type position et impulsion, il est plus intéressant de parler de courant et de tension. Hein. Ces opérateurs A sont des opérateurs qui combinent courant et tension. Et donc, lorsqu'on reprend ces règles de commutation et qu'on les exprime dans le langage des ondes se propageant le long de la ligne, eh bien, on a ce commutateur un peu plus compliqué où là, on reconnaît toujours IH bar. Il y a un facteur 2 au dénominateur qui provient de la normalisation propre à ces ondes A. Et on a quelque chose un peu désagréable ici, on a la dérivée temporelle de la fonction delta. Alors tau, c'est finalement la position généralisée. Ici, on est dans un domaine non relativiste. Elle s'écrit tout simplement comme t plus ou moins x sur v indice p. V indice p, c'est la vitesse de propagation des ondes le long de la ligne. Voilà le commutateur des champs dans la ligne de transmission, disons dans représentation spatio-temporelle. Il est avantageux de passer en transformé de Fourier. Alors là maintenant j'introduis l'opérateur amplitude de l'onde à la fréquence oméga, et cet opérateur, contrairement à l'opérateur en temps, ici, n'est plus hermitien. Hein. Ces opérateurs A, ici, c'était tout simplement des tensions et des courants combinés entre elles, et donc cet opérateur, ici, ces opérateurs, pris à n'importe quelle position, n'importe quel temps, étaient hermitiens. Lorsqu'on passe en transformé de Fourier,
la version fréquentielle ici n'est plus hermitienne. Ça, c'est quelque chose qui est important. Le commutateur, lui, a tendance à se simplifier puisqu'on a remplacé la dérivée par rapport au temps ici par une simple multiplication par une différence de fréquence. Voilà le commutateur des opérateurs de champ dans le domaine fréquentiel. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Finalement, c'est ces notions de base qui sont les plus importantes. Alors, une dernière étape pour arriver aux opérateurs vraiment dits de champ, les opérateurs A et A croix des champs, les champs propagatifs de la ligne. Hein. Donc, ces opérateurs ici A d'oméga, entrant et sortant, doivent être vraiment distingués des opérateurs A et A croix d'un oscillateur harmonique. Hein. Ça ne décrit pas des degrés de liberté stationnaires, hein, mais des degrés de liberté propagatifs. Ces opérateurs de champ ici ont une dimensionnalité, une équation en dimension qui est très différente. Vous voyez qu'ils ont la dimension d'un temps élevé à la puissance 1,5. Donc si vous multipliez ces opérateurs l'un par rapport à... si vous les élevez au carré, ils ont la dimension d'un temps. Le produit, le carré a la dimension d'un temps. Oui. Comment vous traitez aussi des problèmes de non-commutation entre les opérateurs à des temps différents dans le calcul du commutateur Alors, donc, on peut regarder la non-commutation. Oui, effectivement, les opérateurs. Bon, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ondes entrantes et les ondes sortantes commutent entre elles. Hein. Ça, c'est première. Donc, la virgule ici signifie entrante ou sortante. Hein. On est bien d'accord. Donc cette équation est vraie, ce commutateur est vrai à la fois pour les ondes entrantes et pour les ondes sortantes. En fait, le fait que les ondes vont rentrer dans un système et sortir ne doit absolument pas modifier leur commutateur. Ça, c'est une première donnée. Maintenant, vous voyez qu'on peut dire que ces ondes entrantes commutent pratiquement pour tous les temps et toutes les positions. La non-commutation n'est obtenue que quand finalement le temps généralisé ici coïncide. Donc il faut que je sois au même endroit et au même temps, par exemple, pour que les opérateurs ne commutent pas. Comment ? En transformé de Fourier, c'est un petit peu plus simple, hein, puisqu'on a finalement donc on se spécialise hein, en transformé de Fourier, puisque de toute façon, ce qui se passe à différentes positions s'obtient par rapport à la position x égale 0 et un simple décalage en temps. On commence par s'intéresser uniquement à la valeur des ondes en x égale 0. Pour tous les temps. Donc voilà, dans le domaine fréquentiel, les ondes, là, c'est pratique puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre qui est la fréquence. Et la non-commutation s'obtient uniquement lorsque les fréquences de ces deux ondes sont opposées. Hein, la non-commutation au même temps dans l'espace disons, dans le domaine temporel, se traduit par une non-commutation dans l'espace de Fourier pour des fréquences qui sont opposées, égales et opposées. Est-ce que c'est une approximation? C'est une approximation ici égale 0 sur invariance par prestation?
Alors ici, il n'y a aucune approximation. Hein. La seule restriction dans ce que je dis, c'est le fait que la dissipation est en fait une dissipation modélisée par une résistance, c'est qu'elle est indépendante de la fréquence. En fait, il y a un théorème très très puissant qui dit qu'un circuit électromagnétique qui a une dissipation dépendante de la fréquence peut être modélisé avec une boîte qui ne contient que des composants dispersifs, type capacité ou inductance, et un nombre dénombrable de résistances. Donc en fait, si vous savez traiter les résistances, vous savez traiter n'importe quel circuit dissipatif. Donc c'est quand même très puissant, tout ce formalisme, parce que c'est, disons, la dissipation quantique obéit à ces équations qui sont, en fond, qui ont une portée très générale. Il n'y a pas de... Là, c'est absolument rigoureux, il n'y a aucune approximation. Là, bon, c'est vrai qu'il y avait quelques transparents où les signes égaux, en fait, devraient être plus remplacés par des signes approximativement égaux, mais là, c'est entièrement rigoureux. Et donc, cette relation qui permet de passer des grands A qui, je vous le rappelle, sont des racines de puissance au petit a, les opérateurs habituels de champ, c'est simplement ce coefficient racine de h bar fois la valeur absolue de la fréquence. Cette valeur absolue, elle est un peu gênante, mais elle est absolument nécessaire, comme on va le voir. Oui, quelque chose qui va être très très important, une remarque très importante, c'est que dans ces opérateurs petit a, ici, ils ont le mérite que vous n'êtes pas forcé d'employer du tout, vous pouvez éliminer le symbole dagger de votre répertoire de symboles, parce que si vous voulez prendre l'hermétique conjuguée de cet opérateur, il suffit simplement de changer le signe de la fréquence. Un opérateur à fréquence oméga positive contient toute l'information, tout le poids de l'opérateur. Le même opérateur pris à la fréquence opposée, c'est tout simplement l'hermétique conjuguée. Et donc ça, il va falloir bien avoir cette règle en tête quand on fait les calculs. C'est à la fois très utile et des fois ça peut être source de confusion. Alors, si on reprend les règles de commutation des opérateurs grand A, ici, qu'on les traduit en opérateurs petit a, on a des règles de commutation ici particulièrement simples, qui sont les règles de commutation habituelles des opérateurs de champ en électrodynamique quantique. Donc, là encore, il faut bien comprendre que ces opérateurs ne commutent pas lorsque les fréquences oméga 1 et oméga 2 sont opposées. Et le commutateur a en fait un signe qui dépend finalement du signe de la première fréquence. Et le gros avantage de cette écriture, c'est qu'en une ligne, vous écrivez toutes les relations de commutation entre les opérateurs A et A croix à des fréquences différentes et pour les ondes entrantes et sortantes. Donc c'est particulièrement compact. Donc, à une grande partie des problèmes, il faut faire très attention à ce changement de signe ici, lorsque vous balayez les axes des fréquences. Le signe des commutateurs peut changer, et donc il faut bien faire attention à cet élément. Alors, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, la dimension de ces opérateurs, donc ces opérateurs ont une dimension, et ces dimensions sont l'inverse de la racine du temps, alors que les opérateurs habituels A et A croix sont sans dimension. On peut voir, c'est plutôt, si vous voulez, ce qui est
Ce qui est derrière tout ça, c'est que ces opérateurs A décrivent non pas un nombre de photons, mais un flux de photons. C'est un flux d'ondes dont on parle ici. Ça va devenir beaucoup plus explicite par la suite. Alors, là, pour l'instant, j'ai écrit les relations de commutation des opérateurs. Il y a des relations d'anticommutation, ou plus exactement de valeurs, des relations qui portent sur la valeur moyenne des produits d'opérateurs. Alors, de la même façon qu'il existe une densité spectrale pour les opérateurs grand A, vous allez voir, il existe une densité spectrale pour les opérateurs petit a. Alors, la densité spectrale pour les opérateurs grand A est écrite ici, sous cette forme, et il y a bien sûr une valeur limite pour cette densité spectrale. Dans la limite où la température est très grande par rapport à la fréquence, eh bien, cette densité spectrale, pour une fréquence oméga, je vous rappelle, les crochets droits ici signifient que la fréquence peut être prise positive ou négative. La fréquence a un signe ici. Classiquement, pour les deux valeurs positives et négatives de la fréquence, eh bien, la densité spectrale est exactement kT sur 2. kT sur 2, pourquoi ? Ces ondes entrantes, à l'équilibre thermodynamique, eh bien, chaque fréquence, positive ou négative, est un demi-degré de liberté. Et donc, chaque demi-degré de liberté, disons statistiquement, doit avoir kT sur 2. C'est très facile à comprendre. Et si vous rabattez les deux fréquences, positives et négatives, si vous vous intéressez à une densité spectrale, donc le flux de puissance thermique qui arrive par la ligne, eh bien, c'est kBT. Donc il y a une énergie, si vous voulez, une façon de voir ce kBT ici, c'est que par unité de fréquence et par unité de temps, il y a kBT qui arrive dans la ligne. Ce résultat est absolument central. En fait, toutes les normalisations de toutes les quantités sont réalisées pour obtenir ceci. C'est quelque chose de très, très fondamental et très physique. La ligne de transmission apporte par intervalle de fréquence et par unité de temps l'énergie kBT. On ne peut pas faire plus simple et plus élémentaire. C'est le théorème fluctuation-dissipation. Vous avez cette ligne de transmission qui sert de drain, qui amortit le système et voyage en sens inverse du signal d'amortissement du système, voyage un bruit qui apporte kBT, l'énergie kBT, par intervalle de fréquence et par unité de temps. Et finalement, toutes les autres relations doivent être compatibles avec cette contrainte ici, qui est celle de l'équilibre thermodynamique. Donc, quand on passe aux opérateurs petit a, la densité spectrale prend cette forme. Elle prend cette forme bien connue du demi-cotangente hyperbolique de h bar oméga sur 2 kBT plus 1. Le plus 1 va décrire les fluctuations de point zéro. C'est le fait que quantiquement, la valeur de la densité spectrale à fréquence positive et négative n'est pas la même. Alors, la densité spectrale en petit a, elle ne compte pas l'énergie qui arrive le long de la ligne, elle compte le nombre de photons qui arrivent le long de la ligne. C'est une autre représentation de la même chose. Les ondes A sont très pratiques les ondes grand A sont très pratiques pour se représenter ce qui se passe classiquement, mais quantiquement, ces ondes petit a sont bien préférables. Une façon de voir cette densité spectrale des ondes petit a, c'est de prendre sa valeur aux fréquences négatives, qui sont les fréquences correspondant aux photons qui sont disponibles pour faire une transition vers le haut du système qui reçoit la ligne. Donc c'est
cette partie de la densité spectrale est souvent notée grand N. Hein, ça compte le nombre de photons qui arrivent par la ligne, et c'est vraiment le nombre de photons qui traversent une section de la ligne par unité de temps et par unité de bande passante. Hein. Si on a du bruit, donc les photons ont tous une couleur un peu différente. Vous verrez qu'ils n'ont pas de phase, hein, il y a pas on peut dessiner que l'enveloppe de ces photons. Et finalement, on a un peu des moutons de couleurs variées ici, et ce grand N compte le nombre de moutons qui traversent la section du fil par unité de temps et par unité de fréquence. Oui. Est-ce qu'il y a une interprétation physique du commutateur entre les fréquences opposées? Alors, donc, voilà, la signification physique, c'est que si vous changez de fréquence, eh bien, il va y avoir, vous allez compter un mouton supplémentaire. Il y a, disons, par unité de bande passante, par unité de temps, si vous comptez non pas les photons disponibles pour faire des transitions vers le haut, mais le nombre de photons disponibles pour faire des transitions vers le bas, qui correspond donc à la densité spectrale du côté négatif, ben, vous avez toujours un photon supplémentaire. C'est nécessaire puisque finalement, supposez qu'on soit à température nulle, donc là, aucun mouton n'arrive, mais vous êtes quand même capable d'émettre des moutons, et donc il y a toujours cette possibilité. Et alors, il y a différentes conventions. Il y a une densité spectrale ici qui rabat la partie positive et la partie négative, mais en faisant la moyenne. Ce n'est pas du tout comme la densité spectrale de l'ingénieur. Hein. C'est une moyenne entre les parties positives et négatives de la densité spectrale des photons. Et là, vous vous retrouvez avec 1,5. En effet, ce photon, disons, on peut aussi considérer, si on s'intéresse aux fluctuations du champ, qui arrivent le long de la ligne, les fluctuations quantiques ont un poids qui correspond à l'équivalent d'un demi-photon. Hein, mais ce demi-photon ici est il peut donner source à de nombreuses confusions. C'est un demi-photon qui ne participe pas à l'entropie. Les autres, les photons disponibles ici, participent à l'entropie. Le bruit qui arrive par la ligne va correspondre à une certaine entropie, si le bruit est thermique. Lorsqu'on s'intéresse à cette densité spectrale moyenne ici, et qu'on considère ce demi-photon des fluctuations quantiques, il faut bien se rappeler que celui-là ne participe pas du tout à l'entropie. Mais par exemple, va participer à d'autres phénomènes. Par exemple, on peut amplifier le bruit qui vient par cette ligne, et un amplificateur non sensible à la phase va amplifier tout, y compris ce demi-photon de bruit. Donc on se retrouvera à la sortie de l'amplificateur, même s'il n'y a rien à l'entrée, on se retrouvera avec du vrai bruit qui, lui, a de l'entropie et qui est fabriqué à partir de ce demi-photon de bruit, avec, disons, une contrepartie pour l'entropie qui se retrouve en quelque sorte en miroir sur la partie image de l'amplificateur. Oui. Non, c'est très important que l'on discute tous ces points en détail parce que c'est la compréhension du détail de ce formalisme qui fait finalement, qui permet d'aboutir vraiment à la fin à de la ligne de transmission, il est très pratique, mais il est un petit peu artificiel dans le sens où les photons qui existent et qui arrivent dans le champ AI, ces photons ne peuvent pas être produits par la ligne elle-même, ne produit rien du tout, ça n'est que la propagation. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à l'autre bout qui fournisse cette énergie dans la ligne. Alors à l'équilibre thermique, on sait que ça doit être, mais on a supposé implicitement qu'il y a quand même un réservoir à l'autre bout qui est fourni avec la bonne densité. Oui, alors évidemment, par exemple, il est tout à fait curieux. Oui, oui, c'est. Alors,
ici, on décrit un monde qui est un monde un peu virtuel. C'est le monde tel qu'il est vu du côté du circuit qui subit la dissipation. Effectivement, si la dissipation est une vraie résistance avec des vrais électrons à l'intérieur, c'est surtout les objets réels de la résistance vont être des électrons. Toutefois, l'excitation des électrons, l'effet Joule, enfin ce qui va emporter l'énergie, ça va être des paires électrons-trous, par exemple, dans le cas d'une résistance métallique. Et en fait, ces paires électrons-trous sont très reliés à ces photons. Ils sont là de manière pour se représenter ce qui se passe du côté du circuit amorti. Ils ont une vraie réalité dans le cas d'un système micro-ondes, dans lequel où là on va avoir des vraies lignes de transmission qui emportent les signaux, mais ces idées sont très riches, peuvent aussi s'appliquer tout à fait à une friction d'une autre origine. Mais là, ils ont une fonction plus symbolique. En tout cas, ces densités spectrales permettent tout à fait de calculer correctement ce qui va se passer du côté du circuit qui est amorti. Oui, il y a d'autres questions? Alors, oui, là, il faut faire attention. Donc, il y a différentes densités spectrales qui sont introduites. J'en introduis deux. Donc, il y a la densité spectrale des photons qui sont disponibles pour les processus d'excitation du circuit. Ça, c'est cette densité spectrale grand N, c'est le nombre de photons qui apportent de l'énergie. On peut dire des vrais photons, c'est les photons que l'on détecterait avec un photomultiplicateur. Ça, c'est cette densité spectrale grand N. On pourrait prendre la densité spectrale à fréquence L positive. Alors ça, cette densité spectrale, ce n'est pas celle qui est mesurée par un photomultiplicateur, c'est la densité spectrale qui est utile lorsqu'on s'intéresse au processus de désexcitation. Alors celle-là, elle a un photon de plus que celle-ci. Et puis, il y a cette densité spectrale moyenne qui est très utile quand on s'intéresse plutôt au bruit, bruit par exemple vu par un amplificateur, qui lui va traiter les fréquences positives et négatives de façon égale. Et finalement, cette densité spectrale contient 1,5. C'est-à-dire qu'au nombre de photons disponibles pour augmenter l'énergie du système, on rajoute ce demi-photon de bruit, mais qui n'existe finalement qui ne favorise que les processus de désexcitation, pas les processus d'excitation. Mais par exemple, de nombreux dispositifs ne font pas la différence entre l'excitation et la désexcitation. Alors, si on a un atome qui est amorti par la résistance, eh bien, la désexcitation de l'atome va se faire va utiliser la densité spectrale à fréquence positive. Par contre, son excitation utilise la densité spectrale à fréquence négative. Le signe- vient tout simplement du référentiel qu'on prend. Vis-à-vis des photons, finalement, qui sont disponibles dans l'environnement, c'est le signe-. Pour le système qui les reçoit, c'est plutôt plus. Mais c'est une convention qui est maintenant totalement générale. Donc, si on prend cette densité spectrale rabattue, cette densité spectrale moyenne, eh bien, on voit qu'elle a cette forme, disons, dans la limite classique. Donc, le nombre de photons par unité de fréquence, par unité de temps, c'est kT sur h bar oméga. Donc, c'est bien normal. Et puis, dans la limite quantique, on aura ce facteur 1,5. Et puis, pour tout cas intermédiaire, pour les températures intermédiaires,
l'intérêt de cette densité spectrale ici, c'est qu'elle est particulièrement simple, c'est ce facteur simplement cotangente du rapport entre la fréquence et la température. Donc elle est, par exemple, cette densité spectrale ici est complètement antisymétrique ici. Alors, oui. Non, excusez-moi, donc enfin, je m'aperçois qu'il y a un problème ici. Il va falloir que je corrige le préfacteur. Donc, on va maintenant s'intéresser à un autre type de champ dans ces problèmes de relaxation. Ce champ est noté par un tilde. Alors, pour l'instant, j'ai introduit les opérateurs petit a, mais dans le domaine fréquentiel seulement. Les opérateurs petit a sont déduits des opérateurs grand A par une normalisation. On enlève le facteur h bar oméga des opérateurs grand A. Ici, vous voyez ces opérateurs A tilde, des ondes entrantes, ne comprennent que la partie, que la partie positive des opérateurs petit a. Et si vous prenez le conjugué, l'hermétique conjugué de l'opérateur petit a, eh bien là, au contraire, vous prenez la partie négative. Et ces opérateurs caractérisent le bruit qui rentre par la ligne, mais de manière temporelle. Et ils ont une fonction, ces opérateurs ont une fonction assez proche des opérateurs A et A croix pour le système qui est amorti par la ligne. Donc ils ne sont pas hermitiens en particulier. Les opérateurs grand A, eux, qui dépendent du temps, sont hermitiens. Ces opérateurs petit a tilde ne sont pas hermitiens. Et ce qu'ils décrivent, donc si on prend par exemple la combinaison A croix A, qui est un nombre, ici en fait c'est le nombre de photons qui arrivent par unité de temps dans la ligne. Et ce facteur 1 sur 2 pi près, c'est aussi l'intégrale de la densité spectrale prise pour les fréquences négatives. C'est bien ici, cette combinaison, c'est bien les photons disponibles pour l'excitation. Voilà à l'équilibre thermodynamique, la valeur de la densité spectrale. Là, j'ai inclus la possibilité que dans les ondes entrantes, vous ayez un forçage. Donc, le forçage va inclure un nombre de photons qui arrivent par unité de temps, c'est ce nombre n points. Et donc, voilà par exemple un signal plus général qu'un signal thermique. Il y a une partie thermique ici, et puis une partie qui correspond à une onde déterministe à la fréquence grand oméga. Voilà. Alors, avec ces notions, on va pouvoir traiter un circuit, n'importe quel circuit en fait amorti. Là, je prends l'exemple d'un circuit LC série. Donc, un circuit qui normalement serait traité avec une résistance qui a une partie de bruit ici, la résistance associée avec elle une tension V indice environnement ici.
qui peut inclure le bruit propre de la résistance et une source déterministe de tension. Eh bien, si on écrit les relations de Kirchhoff pour la tension autour de la boucle, on peut aboutir aux équations du mouvement pour ce circuit. Ça, c'est la vision habituelle du circuit. Ici, on va traduire exactement les mêmes fonctions, mais en remplaçant la résistance par une ligne de transmission. Et à la fois le bruit et le forçage sont inclus dans l'onde entrante. Vous voyez, le grand mérite de ce formalisme, ici, en entrée-sortie, c'est que bruit et forçage sont traités sur un plan complètement équivalent. Donc, on a en fait deux points de vue sur la dissipation. Ici, on a une équation dont le membre de gauche traduit l'équation. Finalement, ça serait ce qu'on aurait pour l'évolution libre du circuit. On voit la source de bruit et la source de forçage comme un terme source dans cette équation. Et cette équation doit être comprise avec, comme, disons, intégrant le temps à partir des équations de conditions initiales, mais portant essentiellement sur le circuit. On a, avec cette ligne de transmission, un point de vue complètement différent sur exactement le même phénomène. En fait, cette partie du circuit est complètement sans dissipation. Ce phénomène d'amortissement du circuit, ici, il est plutôt vu d'une façon très différente. Vous avez des ondes entrantes qui sont déterminées par les conditions initiales de la ligne. C'est les conditions de préparation de la ligne qui déterminent ce signal. Ils entrent ici, ils excitent ce circuit, et ces ondes, finalement, vont conduire à une réémission d'autres ondes qui ne sont pas les mêmes que les ondes entrantes. Finalement, le circuit, ici, est vu de manière complètement passive. C'est simplement un filtre qui transforme les ondes entrantes en ondes sortantes. Donc, les coordonnées ici, V et I, qui sont les coordonnées principales dans cette représentation, sont maintenant des coordonnées esclaves. Ce sont des coordonnées esclaves du champ entrant. Le champ entrant, finalement, induit la dynamique de I et V, et qui induit elle-même la dynamique des ondes sortantes. Donc, en fait, le comportement amorti du circuit se traduit ici par ce couple d'équations. Ici, vous avez tout simplement cette équation qui vous explique que Q, c'est en fait une variable esclave de A. Toutes les conditions initiales sont dans A, dans les champs entrants. Donc, ces champs entrants déterminent l'histoire de Q, qui elle-même détermine l'histoire des ondes sortantes par cette équation. Donc, c'est un point de vue très, très, très différent. Il n'y a absolument... ici, l'accent est mis sur le phénomène de perte, de relaxation de ce circuit. Ici, il n'y a pas du tout de relaxation, il y a juste filtrage. Ce circuit, ici, tout simplement, filtre les ondes entrantes et les ressortent sous forme modifiée. Ici, dans le cas d'ailleurs d'un simple circuit LC, cette opération de filtrage est un simple déphasage des ondes fréquence par fréquence des ondes entrantes, puisque, évidemment, le système est complètement élastique. Oui. Et donc, quantiquement, il nous est très facile d'aboutir à la même description. En fait, tout ce qu'on fait, c'est simplement on met un chapeau sur les lettres. On va remplacer les variables classiques par des opérateurs. Donc, à partir de cet hamiltonien, qui est l'hamiltonien de la partie sans dissipation du circuit, eh bien, on écrit une équation dite de Langevin quantique qui décrit ce phénomène de diffusion. Alors, cette équation de Langevin, ici, a été écrite pour simplifier, dans le cas où l'amortissement est faible. On peut écrire tout à fait une équation comparable
pour toute valeur de la dissipation, mais elle prend une forme particulièrement simple dans le cas faiblement amorti. Et si on développe ce commutateur, on aboutit à cette équation qui est tout à fait remarquable. Donc là, ici, on reconnaît l'opérateur A habituel du circuit oscillant, de l'oscillateur harmonique. Du fait de la dissipation, il acquiert une dépendance temporelle. Normalement, pour un oscillateur isolé, A, finalement, serait un opérateur qui, dans la description habituelle, ne dépend pas du temps. Mais le couplage entre l'oscillateur ici et l'amortissement donne une dépendance temporelle à A qui est régie par cette équation. Alors, les termes sont très simples. Oméga E, c'est simplement le fait que l'oscillateur oscille à la fréquence oméga E. Ici, on a une décroissance de l'amplitude de l'oscillation avec le taux kappa sur 2. Il s'agit des amplitudes ici et non pas de l'énergie. Et le rôle des ondes entrantes, c'est tout simplement ce terme de forçage ici. Alors, la présence de racine de kappa se justifie par le fait que la dimension, donc A est un opérateur qui n'a pas de dimension, mais A tilde, qui correspond à un flux de photons, lui a l'inverse, la dimension de la racine d'un temps. Et donc, vous voyez que cette équation est parfaitement dimensionnellement correcte. Alors, il ne faut pas oublier le pendant de cette équation qui... la façon dont il faut comprendre cette équation, c'est qu'à partir du champ entrant, on peut calculer l'état de l'oscillateur, et à partir de l'état de l'oscillateur, on peut calculer le champ sortant. Donc voilà comment est traitée la dissipation quantique de manière tout à fait générale. J'insiste sur le fait que cette équation ici est écrite dans un cadre bien particulier, un cadre, disons, sous-amorti, mais on peut écrire des équations un peu plus compliquées dans le cas absolument général, où la friction n'est pas instantanée, où elle dépend de la fréquence, et où finalement l'amortissement est fort ou faible. La seule restriction de ce formalisme, le seul cas où il ne va pas pouvoir être employé, c'est lorsque l'environnement cesse d'être un vrai environnement avec un très grand nombre de degrés de liberté. Ce qui rend ce formalisme licite, c'est que le nombre de degrés de liberté de l'environnement doit être toujours très supérieur par rapport au nombre de degrés de liberté du système. Voilà, je vais m'arrêter ici. C'est un bon point d'arrêt. Nous verrons la prochaine fois comment on peut utiliser cette équation de Langevin quantique pour comprendre en détail ces processus d'échange entre les phonons et les photons. Ça nous permettra d'asseoir de manière rigoureuse la discussion qualitative que j'ai donnée au début de cette leçon et de poursuivre finalement en aboutissant à notre objectif qui est de comprendre comment traduire l'information quantique de forme mécanique en forme électrique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous à maintenant, on va dire 11h20 pour le séminaire de Doc Stone. Merci pour votre attention.